Je suis rédacteur en chef du journal La Terre, qui est un vieux journal qui s'adressait dès 1937 aux petits exploitants agricoles, qui a beaucoup évolué depuis. Notre baseline, comme on dit, c'est engagé pour la nature et l'alimentation. Alors je dis rédacteur en chef, je suis tout seul, hein, donc je suis chef de moi-même, ce qui est déjà pas évident. Hein, donc j'ai 2 numéros si des gens veulent voir. Bon, on a une petite heure sur un vaste sujet. Pourquoi manger politique, avec Nathalie, Gaëlle, je ne sais pas si elle va arriver, Camille, vous allez vous présenter chacun, et Jean-Claude qui va remplacer Lila pour la caisse du 20e, parce que Lila est à Montréal, hein, sur les mêmes sujets d'ailleurs, donc mais bon, voilà, ça paraissait mieux qu'elle soit remplacée plutôt qu'une discussion par téléphone un peu compliquée. On commence tout de suite par toi. Hein, et alors, donc je m'appelle... 5-6 minutes maximum. Oh, t'inquiète, en général, ça va vite. Hein. Donc, Nathalie Barthes, je suis paysanne paracultrice. Si quelqu'un veut savoir ce que c'est, je vous expliquerai ça plus tard en intimité. Dans l'Hérault, près de Pézenas. Je suis référente sécurité sociale de l'alimentation au sein du réseau CIVAM et coprésidente de la Fédération régionale des CIVAM Occitanie, qui ont donc en charge la caisse alimentaire de Montpellier, le projet Terrasol, donc est un gros projet qui tourne autour c'est un projet alimentaire territorial, mais assez important. Et donc voilà, depuis plus de 15 ans que je suis engagée dans les CIVAM, j'ai toujours été porteuse des projets pour un accès à l'alimentation. Alors, pourquoi manger non, d'abord on se présente, non ouais. Non allez. Bon, c'est quand même boule. Pourquoi manger, c'est politique. D'abord, pour moi, j'ai eu la chance de naître dans un milieu paysan avec de la nourriture en abondance. Pour moi, l'alimentation, c'est un droit de naissance. Comme respirer, comme boire. On devrait tous avoir ce même droit. Et pourtant, les inégalités de naissance se répercutent dans l'accès à l'alimentation. Comment ça se fait? C'est à cause d'une organisation spéciale de la société. On est quand même dans des organisations plutôt capitalistes, donc avec des choix politiques qui font que les inégalités se poursuivent même dans un droit aussi élémentaire que le droit d'un accès à l'alimentation. Alors, quels sont les choix politiques qui permettent cette fatalité? Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, la distribution de la PAC. Comment la PAC est distribuée, à quel paysan distribue la PAC, et comment on imagine une souveraineté alimentaire qui est bien mal en point avec des décisions politiques catastrophiques, comme celle de soutenir les filières plutôt exportatrices. Il se trouve que moi, je vis dans l'Hérault, que je suis paysanne dans l'Hérault, et quand j'ouvre mes volets, je ne vois que de la vigne partout. Chez nous, ce sont les viticulteurs qui sont soutenus. Les maraîchers, on n'en a rien à foutre. Moi, je reçois régulièrement les mails de la Chambre d'agriculture, parce que je suis chef d'exploitation à la MSA, donc j'ai droit aux mails de la Chambre d'agriculture pour la sécheresse, pour des catastrophes qui pourraient arriver, donc des soutiens possibles. Et puis, alors je lis tout le mail, et puis en bas, c'est réservé aux viticulteurs. Pourquoi? Parce que ce sont des aides de l'exportation, c'est des sous qui ramènent de l'exportation, comme les filières de certains grains et tout ça. Donc toutes ces filières sont soutenues par l'État, alors que l'importation de légumes dont on aurait besoin, de légumes et de fruits dont on aurait besoin, viennent de pays qui ne respectent pas nos normes. Et en plus, pour que ce soit à des prix raisonnables. Il y a ça aussi, des prix raisonnables, qui ne respectent pas nos normes. Non seulement des normes environnementales, mais des normes sociales. Hein.
Donc tant que l'organisation de la production ne sera pas organisée de manière à avoir des systèmes agricoles locaux suffisants pour créer des accès à l'alimentation suffisantes, et de qualité, voilà, on connaît la phrase, hein, de qualité, choisie, pour tous, je ne vais pas vous la répéter. Voilà, tant que ce ne serait pas organisé comme ça. Alors, pas seulement la production, la distribution, bien entendu aussi. Hein. La distribution. Alors, rien n'est fait pour que dans la grande distribution, par exemple, le prix tienne compte de la rémunération aux paysans. Absolument pas. Donc, automatiquement, quand vous mangez, quelque part, vous avez participé à la décision politique qui fait qu'on a soutenu plutôt les grands distributeurs et l'agro-industrie plutôt que les petits paysans. Voilà pourquoi manger, c'est politique aussi. Qu'est-ce que je pourrais... Je pense que toi, tu vas parler qu'il ne faut pas mettre merde. Non, non, pas du tout. La responsabilité du mauvais système, voilà, tu vas le dire là-dedans, parce que ça me tient à cœur aussi, donc je vais te laisser faire pour ça. J'ai écrit des gribouillis, j'arrive même pas à me relire. Non, mais je crois que j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais dire. Donc, non, ce qu'on attend donc de nous, de l'implantation de la sécurité sociale de l'alimentation, c'est justement un changement de système agricole qui permettrait, avec que ce soit les citoyens qui décident ce qu'ils veulent manger, donc dans tel bassin. Franchement, moi, l'Hérault, je souffre de notre région. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, mais l'Aude, c'est pareil. Hein. 75% de nos terres agricoles sont des terres viticoles. Ça ne nourrit personne. Et en plus, on fait des campagnes anti-alcooliques derrière, alors qu'on n'arrête pas de soutenir la viticulture partout. Voilà, je te laisse parler maintenant. Merci. Donc du coup, moi c'est Camille Rioux. Je suis ici aujourd'hui en tant que bénévole de la Marmite Rouge. Donc je vais vous présenter un petit peu. C'est une association en fait qui milite contre les injustices du système alimentaire et pour la mise en place d'une sécurité sociale de l'alimentation. Et du coup, globalement, on fait ça via 2 types d'actions. Donc on a toute une partie où on fait beaucoup de formation. Donc on a des fresques de la SSA, on fait des ciné-débats, on fait des interventions comme aujourd'hui. Donc vraiment faire parler de la SSA. Et notre deuxième type d'action, c'est d'expérimenter, de voir comment est-ce que ça marche, comment est-ce qu'on met ça en place. Et là, en ce moment, on a un projet d'épicerie coopérative dans l'Est parisien. On est basé dans l'Est parisien. Et l'idée de ce projet d'épicerie, c'était de ne pas expérimenter une caisse. Il y a beaucoup de caisses en France et on voulait essayer un peu un autre modèle et de travailler cette fois-ci sur les approvisionnements. En fait, comment est-ce que beaucoup plus en amont, on choisit ce qu'on a envie de mettre dans un magasin, on choisit ensemble dans un endroit en plus où l'épicerie serait localisée dans un désert alimentaire. On est à côté du périph' où il y a vraiment pas grand-chose pour s'alimenter. Donc là, c'est vraiment un projet où on essaye de travailler sur cet approvisionnement-là. Donc ça, c'est pour la marmite rouge. Pourquoi manger est politique ? Du coup, je vais commencer comme toi en disant que manger, déjà, c'est un droit fondamental, en fait. Et c'est pas nous qui le disons, c'est l'ONU, en fait. Hein. Donc, l'ONU et la France a signé cette charte et donc elle s'engage à faire respecter ce droit. Et donc, c'est fondamentalement politique parce que, au sens, la vie de la cité, ça nous concerne toutes et tous. Et donc, comment est-ce qu'on fait respecter ce droit ? Et on pense que la SSA, c'est une des façons de faire respecter ce droit. Et effectivement, je vais dire que il y a quand même quelque chose auquel on pense que c'est important d'être vigilant et on est très critique vers toutes ces approches de faire un acte politique en mangeant, en choisissant ce qu'on mange, en allant dans des magasins bio. Et c'est comme ça qu'on se bat politiquement. C'est quand même une vision très injonctive. Tout le monde ne peut pas se permettre de faire ça. Et donc, c'est vraiment en plus souvent associé quand même à un mépris de classe. Donc voilà, donc faut vraiment être très critique sur on va agir avec notre portefeuille et c'est comme ça qu'on va faire changer le système. Non, c'est le système qu'il faut changer, mais pas ça marchera pas comme ça. Et par ailleurs, je pense que c'est assez illusoire de penser que quand bien même on a les moyens et quand bien même on a un portefeuille qui nous permet de manger ce qu'on veut, c'est illusoire de penser que
on a un pouvoir d'agir sur ce qu'on mange en fait, parce que le système il est verrouillé bien en amont, avant qu'on aille dans cette coopérative bio, et donc du coup, même quand on est dans des situations où c'est possible de choisir ce qu'on mange, en fait, on a beaucoup choisi pour nous ce qu'on mangeait. Et donc, du coup, on pense que la SSA, c'est justement aller à la racine du système et redonner du pouvoir d'agir des personnes qui vivent sur le territoire pour choisir ce qu'elles mangent et pas seulement dans un magasin où elles ont eu l'opportunité d'aller. Donc vraiment, pour nous, la SSA, c'est vraiment ça, c'est redonner du pouvoir d'agir aux personnes pour qu'elles décident ensemble ce qu'elles ont envie de manger. Et c'est vraiment la démocratie au cœur de ce projet. Voilà, donc effectivement, faire un peu attention à ces logiques injonctives de vous allez choisir ce que vous allez manger et ce sera votre acte politique. Et la SSA aussi, pour nous, c'est un projet de mise en commun, de réflexion, de mise en commun, de travail et de recréation, enfin de recréer du collectif. Dans un moment en plus où les logiques néolibérales à l'œuvre et capitalistiques à l'œuvre détruisent tout collectif, tout faire ensemble. Et la SSA, pour ça, c'est un projet vraiment à contre-courant. C'est pas un réaménagement, c'est pas des chèques alimentaires améliorés où on va rééquilibrer a posteriori les inégalités. C'est vraiment en amont penser le système, enfin, changer le système. Et dernière chose que je dirais, c'est si on pense aux politiques, au côté partisan, au côté pouvoir d'État, les différents partis politiques en place. Oui, à un moment, on aura besoin du pouvoir d'État pour légiférer, pour avoir la levée de nouvelles cotisations au niveau national, etc. Mais il faudra quand même toujours tenir que la SSA, c'est un projet politique, c'est un projet de démocratie. Et ça, c'est vraiment à nous, collectif SSA, de le tenir. Et on voit bien que, donc là, je ne sais pas si vous avez forcément suivi tous les débats à l'Assemblée, mais il y a eu, il y a quelques mois, un projet de loi pour soutenir les expérimentations au niveau national, qui a été discuté en commission, qui devait être étudié pendant la niche parlementaire des écolos. Ils n'ont pas eu le temps de l'étudier, mais elle avait été votée en commission. Et en fait, même avec des partis qui sont nos alliés, des partis de gauche, en fait, dès qu'ils s'emparent de ce projet, ils enlèvent le côté démocratique de ce projet. C'est-à-dire qu'ils décident qui on va mettre dans les caisses, qui va être au niveau national pour gérer. Et donc, même nos alliés, en fait, c'est vraiment la première chose qu'ils attaquent, c'est le côté démocratique du projet. Et donc, c'est à nous, collectif SSA, de tenir ça, de dire c'est un projet politique, c'est pas des chèques alimentaires améliorés, et la démocratie, c'est le cœur, et on ne vous laissera pas dévoyer le projet, ni les politiques, ni les autres. C'est où l'épicerie dans l'Est? C'est boulevard Carnot, c'est vraiment périph, limitrophe de Saint-Mandé. Ok. Merci. Je m'appelle Jean-Claude Montier, je suis membre de la CAS 20, donc l'expérimentation du 20e arrondissement à Paris, qui a commencé à travailler en septembre 2024 et dont on a commencé l'expérimentation réellement avec des échanges monétaires en mai 2025. Voilà, je remplace Lila Djellali qui n'a pas pu venir car elle est à l'étranger. Lila, c'est une femme politique qui s'est beaucoup engagée sur la SSA et qui a été chercher des financements pour cette expérimentation, justement. En quoi manger est politique? Pour moi, c'est assez clair, c'est-à-dire que j'ai passé... j'ai un peu plus de 60 ans aujourd'hui, j'ai dû passer 58 ans à m'alimenter en allant dans des hypermarchés parce que pour moi, j'étais à l'écoute de ce qu'on entend, c'est-à-dire qu'on parle d'argent, on parle de ce que coûtent les choses et qu'il faut en acheter beaucoup et qu'on parle moins de qualité. Je parle de grand public et de grands médias et de toute cette pub dont on est matraqué toute la journée. On parle de beauté et de prix des fruits, des légumes, de l'alimentation en général. Et donc j'ai été bercé par ça toute ma vie. Je me suis occupé de
nourrir une famille et donc de dépenser de l'argent, et donc c'était important, c'était quelque chose d'assez central, sans beaucoup de conscience. Et puis un jour, j'ai été sollicité pour rentrer dans une expérimentation, et là, ma vie, elle a changé, ma vision, elle a complètement changé au niveau de comment traiter, comment on se traite, nous, êtres humains, c'est-à-dire comment on se soigne, comment on s'alimente. Et là, ma vie nutritionnelle a changé complètement, elle a basculé dans quelque chose de très très différent. C'est-à-dire que je suis allé voir parce que effectivement j'avais rencontré Lila dans un bureau de vote au moment des européennes, et on était assez désespérés de ce qui se passait, donc on a commencé à discuter ensemble, et puis elle m'a parlé de ce projet qui allait arriver. Et puis je suis allé voir, et puis petit à petit j'y ai mis un doigt, une main, un bras, et le corps entier est venu. J'y travaille, je fais partie du conseil d'administration, je me suis engagé dans un supermarché coopératif, les 400 Coop, je me suis engagé chez Vrac. Voilà, donc j'ai été happé par tout ça, et j'y travaille tous les jours maintenant, plutôt beaucoup. Il y a du boulot. C'est passionnant. La démocratie participative, alimentaire, je ne sais plus comment on dit, ça prend énormément de temps. Mais c'est vrai que depuis que je travaille, je suis engagé au Resto du Cœur en parallèle, et ça a été un peu compliqué d'ailleurs de faire les deux en même temps. Mais voilà, tous les matins, je me lève avec l'envie d'aller bosser pour la Caisse alimentaire solidaire du 20e, enfin, pour bosser et de rencontrer d'autres caisses et de rencontrer d'autres acteurs. Et c'est complètement, je veux dire, c'est lumineux. C'est vraiment un projet. C'est pas un projet puisqu'on le fait réellement. La SSA au niveau national, c'est un super projet, mais déjà les caisses, c'est autre chose que d'aller écouter ce qui se passe dans le monde et en France et ailleurs. Quand on écoute la radio, qu'on regarde la télé, ou même quand on lit des journaux plutôt bien engagés. Je trouve que c'est difficile de vivre avec ça aujourd'hui, et que moi je suis heureux de me lever tous les matins pour aller m'occuper de ça, m'occuper de créer quelque chose de juste, et quelque chose qui nous tire vers le haut, et quelque chose qui est positif et qui est pas dans la critique, qui est dans la création, malgré tout, malgré toutes les pièges et les embûches qui sont voilà. Si la mairie de Paris passe à droite, ça fait des mois que j'entends « Ah ben là, la caisse, c'est fini ». Je crois pas. Je crois qu'on a une force aujourd'hui. On a résisté à beaucoup de choses déjà, et on a vécu des choses très difficiles. On vit encore des choses pas faciles, mais je pense que on a vraiment une force quand on s'intéresse à des choses comme ça. Et ouais, je sais pas, c'est vraiment lumineux. J'ai oublié de parler d'un sujet. Oui, un qui m'énerve beaucoup au niveau politique, c'est la gestion de la précarité alimentaire, comment elle est orchestrée. Souvent avec des rustines, beaucoup de subventions. Donc ça veut dire que à chaque fois qu'on trouve des solutions, elles ne sont pas pérennes. C'est vraiment, on n'a absolument pas cherché à résoudre les choses d'une manière pérenne et constructive. Par exemple, mais même quand il y a des bonnes volontés, comme la loi Garot, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que la loi Garot, hein, qui permet aux supermarchés de leur surplus de les donner à des associations et de leur interdire de les détruire. Et la grande distribution, ils sont pas fous, hein, ils ont vite trouvé le truc, hein. Donc du coup, ils gagnent de l'argent avec ça, et ça leur permet. Est-ce que vous avez remarqué les kilomètres de yaourts qu'il y a dans les supermarchés maintenant? Avant, il y avait, 10 sortes de yaourts. Maintenant, il y en a 300 sortes de yaourts. Mais pourquoi ils peuvent le faire? Parce que justement, ils peuvent avoir du surplus, et en plus, ça sera défiscalisé derrière. Donc voilà, ça c'est vraiment une décision politique, même avec la meilleure volonté du monde, qui peut être détournée parce qu'ils n'ont pas pensé à tout. Voilà. Oh, Marco, tu m'as manqué. Est-ce que Gaëlle est là? Qui était une autre intervenante prévue? Non. Voilà. Moi, j'ai fini avec mon volet. Maintenant, on peut aller
discussion. Moi, je voulais juste rebondir sur la question du droit à l'alimentation. Nous, l'ADER, on s'est associé à une initiative citoyenne européenne. Alors, les initiales sont plus près du micro, pardon. Je disais je reviens sur la question du droit à l'alimentation. Sujet éminemment politique dont tu as parlé. Il y a une initiative citoyenne européenne qui a. Le problème, c'est que les initiales, se fait ICE et en ce moment, c'est pas terrible. Cela dit, il y a près de 150 organisations des pays de l'Union européenne qui ont lancé cette initiative. Donc, c'est une pétition qui doit recueillir d'ici 1 an 1 million de signatures. Et en France, pour la France, 15 000, ce qui n'est pas énorme. Pour que le droit à l'alimentation soit pas reconnu, mais déjà que la question de sa reconnaissance au niveau de l'Union européenne se pose, soit débattue et soit. C'est pas un petit sujet parce que effectivement, tu l'as dit, le droit à l'alimentation, il est à peu près établi. Hein. Je crois qu'il y a Magali Ramel qui était qui est une grande spécialiste du droit à l'alimentation. Il est à peu près clair, le droit à l'alimentation. Il est reconnu au niveau de l'ONU, par la France, tout ça, tout le monde est d'accord. Sauf chez nous, hein, par contre, sauf dans la loi française, ni dans la Constitution française ou dans les lois européennes. Donc là, je trouve qu'il y a une initiative qui est intéressante. Nous, on s'y est associés vraiment parce qu'on pense que c'est éminemment politique et éminemment démocratique et il faut que ce droit... Après, la SSA, c'est aussi une façon de mettre un pied là-dedans, quoi. Voilà, enfin, je voulais le signaler parce que je trouve, il y a 1 an, ça a été lancé le 7 janvier au niveau européen, le 12 en France parce qu'il y avait... ah oui, ça coïncidait avec la manifestation au moment où la loi Duplon, enfin la pétition sur la loi Duplon était discutée à l'Assemblée, puis ça a été reporté. Enfin bref, voilà, ça coïncidait. Voilà. Donc maintenant, je pense que le micro peut circuler si quelqu'un veut s'exprimer, poser des questions. Waouh, on était. Hein. Oui. Moi, je veux bien reparler de l'épicerie autogérée. Je suis adhérente d'une épicerie autogérée qui est au nord de Château-Thierry. Et c'est juste pour donner un petit exemple, parce qu'on dit souvent que le bio, c'est plus cher que ce qu'on trouve en grande surface. L'année dernière, j'achetais mon lait directement via cette épicerie à une productrice de lait bio qui est à 10 km de chez moi. Et j'achetais le litre de lait moins cher que la marque distributeur de la ville à côté. Donc voilà, c'était juste pour donner un petit apport concret en fait, que le bio c'est pas forcément plus cher en fait. Après il y a cette barrière enfin il y a un changement dans les mentalités à faire qui est vraiment difficile. J'ai plein de gens autour de chez moi qui me disent, enfin plusieurs personnes qui disent j'aimerais bien trouver un endroit, une boutique où il y a tous les producteurs locaux au même endroit, parce qu'effectivement quand on est dans un quotidien chargé comme on peut avoir de nos jours, aller voir tous les producteurs locaux un par un, c'est compliqué dans un emploi du temps de le faire rentrer. Et en fait, ça existe déjà, puisque c'est ce qu'on fait dans l'épicerie où je suis. Il n'y a pas que des producteurs locaux, mais il y en a. Mais ça nécessite de faire un détour de aller 5-10 minutes par rapport à leur trajet habituel. Et c'est déjà trop, en fait. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses à faire évoluer dans les mentalités pour que les gens puissent accéder à ce qu'ils voudraient accéder. Et ils se donnent pas vraiment les moyens, alors que 10 minutes sur un trajet, c'est pas grand-chose, quoi. Mais voilà, c'était juste une petite remarque pour appuyer le fait que accéder au bio, c'est pas si difficile, mais il y a un petit effort à faire que c'est encore pour certaines personnes compliqué de mettre en place. Merci. Je ne sais pas si vous avez lu une étude qui s'appelle, je crois que c'est la CIVAM qui fait ça, c'est le juste prix de l'alimentation. En fait, on ne peut pas parler juste de prix, uniquement de prix. Et que le fait que le bio soit plus cher, s'il rémunère plus justement, qu'il soit bio ou pas d'ailleurs, que l'agriculteur soit rémunéré pour son travail, justement. Encore une fois, bon, il y a le problème des moyens des personnes, mais il y a aussi le problème que c'est
extrêmement mis en avant le coût de l'alimentation. On fait beaucoup de pubs sur juste le prix du kilo de tomates à 0,98 centimes. C'est pas... Et d'autre part, sur le même produit, s'il va être vendu dans un magasin bio ou directement par un producteur, le producteur il va vraiment gagner sa vie. Il va gagner 70% du prix ou 80 ou 90 ou 100 si c'est chez lui. Et un produit bio dans un hypermarché, il y a 10% qui viennent seulement pour le producteur. Donc le prix, c'est beaucoup de... Oui, mais c'est pas parce que c'est bio que si le supermarché a envie de faire à un moment aucune marge sur un produit pour appeler les consommateurs, il est capable de rien gagner sur, comme il le fait sur du Nutella ou sur n'importe quoi, pour faire venir les gens pour acheter d'autres choses. Je voulais juste réagir aussi sur le projet d'épicerie qui est dans le 12e arrondissement et qui est aussi avec les 400 COP par ailleurs. L'idée de ce projet, c'est vraiment que les gens se mettent ensemble et discutent de ce dont ils ont envie de manger. Le bio ou le pas bio, en fait, on s'en fout. Enfin, c'est pas la question tellement du projet, en fait. Donc, c'est créer du collectif, créer du commun et décider ensemble ce qu'on a envie de manger. Après, les prix et voilà, s'il y aura du bio ou pas, ce sera dans un très second temps. Ouais. Oui. Ouais. Ah, d'accord. Je veux juste dire pour le bio ou pas bio, même l'organisation du bio, il y a des injonctions. Enfin, je veux dire, c'est politique aussi, hein, qui est bio et pas bio. Moi, personnellement, je suis pas bio. Je suis ARDT, c'est mon label, avec rien du tout. Voilà. Non, et j'ai beaucoup de copains dans la région qui font soit du blé pour le pain, soit de maraîcher, qui refusent aussi de rentrer dans le système de certification du bio parce que c'est pas toujours juste. Micro, merci. Je voulais juste insister. Bon, je ne vais pas redire ce qu'a dit très justement Jean-Claude avec la différence de ce que reçoit le producteur dans un supermarché lambda ou dans une Biocoop, pour ne pas les nommer. Mais en quoi nos expérimentations qui aident à changer le mode d'alimentation sont politiques. Je pense que, comme Jean-Claude l'a bien dit, son optique vis-à-vis de son comportement alimentaire a changé. Tous les gens qui viennent travailler dans les comités citoyens de la sécurité sociale et alimentaire, les expérimentations, je veux dire, oui, ils vont maintenant entamer une démarche politique différente. Et on veut croire que s'il y a des millions de personnes qui disent on ne veut plus de l'agroalimentaire industriel, on veut que l'agriculture paysanne se réinstalle et nous donne et produise des produits sains, moi je veux y croire. Voilà, je veux croire que des millions de personnes qui seront en réseau vont faire tomber le capital qui ne pense qu'à produire pour faire consommer, pour faire jeter, pour polluer la planète. Enfin, vous avez tous vu comme moi les polluants éternels. Là, ça coûte 1700 milliards de francs, d'euros ou de dollars, enfin, je ne sais plus, à la planète. C'est effrayant, quoi. Donc oui, allez voir les Soulèvements, là, qui est un film merveilleux qui sort en salle le 11 décembre. Et on se rend compte que même les petites expérimentations, au fond, des petits... Si on sait se mettre en réseau, on va peut-être gagner. Merci. Le 11 février en salle. Vous y aller ? Parce que le sujet, c'est SSA et politique. Donc, je voulais revenir un peu là-dessus parce que... Bon, Bruno, donc je suis dans un collectif SSA dans la Loire, l'autre, pas celui de Thomas, mais un autre au nord de la Loire, qui vient de se créer. C'est le premier mois qu'on a lancé les cotisations et les allocations, là. Et en fait, je suis dans un collectif en milieu rural où il y a plein d'associations dans lesquelles je fais partie, et puis tout le monde se connaît, et tout le monde est un peu à gauche.
Et dans ce collectif-là, pas du tout. J'ai été le premier surpris, c'est-à-dire c'est un collectif de citoyens, on ne parle jamais politique, on ne parle pas de politique, au sens politicien, hein, bien sûr. Et donc, mais ça a un peu énervé d'ailleurs récemment, et puis je ne sais pas pourquoi, à un moment, je ne comprenais plus le sens de ce qu'on faisait, parce qu'on était complètement dans Koinos, dans la technique, il fallait que ça marche, il faut équilibrer la caisse. On est dans ces préoccupations-là en ce moment, quand on lance une caisse. Et le politique paraît, enfin le politique ou le sens paraît un peu loin. Et à un moment, ça m'a énervé, parce qu'on était complètement là, je me suis dit, ben, pourquoi on fait ça finalement? Et là, tout le monde a parlé politique. Mais pas je suis à gauche, je suis à droite. Moi, je suis, pour pas qu'il y ait de malentendus, je suis d'une gauche un peu radicale. Pas le néo-hollandisme qu'on va nous vendre bientôt, là. Mais ces gens-là, je suis sûr que dans le collectif, il y a des gens qui votent RN. J'en suis quasiment sûr. Mais est-ce que faire du politique, c'est ça, ou est-ce que faire du politique, c'est pas ça? Est-ce que faire du politique, c'est toujours être dans le mouvement politique? Et pour moi, la SSA, c'est peut-être l'occasion de construire quelque chose qui sort de ces... Et les gens sont très volontaires, ils sont très motivés, et ils ont le sentiment de faire quelque chose de bien, comme disait monsieur tout à l'heure. Alors, parce que le terme politique est polysémique, et le terme politique, c'est les politiciens qui ont un peu près, ou c'est la vie dans la cité du citoyen. Et ces gens-là, avec qui je travaille, avec lesquels je n'ai pas forcément d'acquaintance par ailleurs, on est sur le même registre politique au sens noble. Voilà. Je voudrais revenir sur l'histoire des prix, parce que il faut savoir quelques chiffres. Dans les années 50-60, les ménages dépensaient plus de 30% pour l'alimentation dans leur budget. Aujourd'hui, c'est à peu près 15%. Pourquoi on en arrive là? Parce qu'on a besoin de croissance dans le système capitaliste dans lequel on vit. Donc, pour faire de la croissance, on est obligé de nous vendre des cochonneries, des appareils et toutes sortes de choses. L'alimentation ne sert pas à la croissance, et c'est pour ça que ça n'est pas soutenu. Donc, voilà, je voulais juste rappeler ces chiffres-là. Donc, 15% aujourd'hui, plus de 30% dans les années 50-60. Juste dire, voilà, excusez-moi, les jeunes engagés, ils sont d'accord. Moi, je connais plein de jeunes dans nos campagnes qui dépensent plein d'argent pour des bons produits et qui n'achètent plus de smartphone. J'ai l'espoir. Je voulais répondre à monsieur. Quand j'ai lu le titre de la rencontre là d'aujourd'hui, de cet après-midi, manger politique. Pour moi, l'acte de manger est politique, mais politique, c'est pas dans le sens droite-gauche, ou c'est vraiment un engagement dans la société, c'est-à-dire que le fait, effectivement, comme je disais tout à l'heure, d'aller chez Auchan, bah, ça veut dire finalement de financer Auchan, et Auchan, c'est l'agroalimentaire industrie, et etc., etc., etc. Et quand on voit aussi... il y a eu un documentaire qui a été beaucoup diffusé cette année qui s'appelait Manger pour vivre, sur la mise en parallèle de l'expérimentation de Montpellier, donc d'une caisse, et de toutes les associations d'aide alimentaire. Tout le monde est de très bonne foi et de très bonne volonté, mais l'aide alimentaire, c'est vraiment quelque chose qui dégueulasse, quoi. Ça respecte rien, ça respecte ni les volontés ni religieuses, ni voilà. Et donc il y a plusieurs niveaux de lecture, hein. Il y a plusieurs niveaux de quand on parle de politique et d'alimentation, je crois que la politique dans notre vie, elle touche énormément de niveaux différents, voilà. Effectivement, pour moi, ça va au-delà de juste la politique politicienne, des discours qui soient de droite, de gauche, du RN ou de lutte ouvrière. Moi, je veux juste dire un mot. On est sur le sujet, donc c'est passionnant. Manger, c'est politique déjà parce qu'on est tous des mangeurs. De quelque bord qu'on soit, de quelque religion qu'on soit, de quelque genre, on est tous des mangeurs. On mange. Et c'est un besoin vital. Et t'es pas la dernière. Et je crois que juste, je vais rapidement. On est tous des mangeurs, mais le système dans lequel on est fait que, et j'étais très attentif à ce que tu disais, où c'est individualisé. Alors que
c'est peut-être même le point de départ de la vie en société des humains, hein. C'est que le matin, il fallait se réveiller, aller chercher à manger, et qu'aujourd'hui, bon, tout ça, évidemment, on n'en est plus là, mais que c'est individualisé. Donc on va parfois culpabiliser ceux qui n'ont pas les moyens de ne pas acheter du bio, alors que, en fait, et là, les expérimentations, elles mettent le doigt dans un truc, c'est qu'aujourd'hui, et c'est pas pour casser ton espoir qu'on y arrive, c'est que quand même 80% de la distribution alimentaire, elle est tenue par 5 groupes, hein. Je ne veux pas faire de la pub parce que... mais donc on s'attaque à ça. Donc oui, c'est politique et il faut qu'on pousse qu'on pousse le truc, quoi. Pardon. Non, c'est pas... Si. Oui, c'est pour répondre à ce que vous venez de dire sur manger c'est politique. Je suis d'accord que c'est politique dans le sens politique organisation de la société. Par contre, je pense aussi que c'est politique dans le sens des partis. Enfin, dans votre cas, j'ai l'impression que du coup il y aurait un éléphant dans la pièce et que forcément à un moment ces sujets vont vers les partis politiques et voilà, la répartition des richesses, la droite c'est non. Le pacte racial, ce serait l'extrême droite, et forcément, c'est des sujets qui vont arriver. Et donc, pour moi, manger, c'est politique, mais dans tous les sens, en fait. Je voulais aussi réagir sur le manger, c'est politique, au-delà de l'acte politique et les expériences, au-delà de changer, je pense, la vie ou le quotidien des gens qui sont dedans. Elles sont politiques aussi parce que elle montre la voie pour le futur quand on va passer à l'échelle, parce que l'idée c'est quand même de passer à l'échelle hein, et de ne pas rester dans ces logiques d'expérimentation. Et si on repense à l'histoire de la sécurité sociale du soin, sur laquelle on se base quand même beaucoup pour la SSA, la loi elle est arrivée alors que ça faisait déjà des décennies que les gens expérimentaient avec des mutuelles, avec ce genre de choses. Et donc là je pense qu'on en est là en fait, si on fait un parallèle avec cette histoire, on en est dans la phase d'expérimentation. Le pouvoir d'État il va pas changer les choses s'il n'y a pas une lutte et si on n'est pas derrière à pousser. Et donc les expérimentations elles ont ce rôle-là politique de quand il y aura un rapport de force plus favorable, on va pas se mentir, on sera là pour montrer ok on sait déjà faire en fait et c'est nous qu'allons faire du coup. Et je pense que les caisses elles sont vraiment là pour ça, pour faire ça aussi. Ça me fait penser quand on s'organise dans les caisses, on est un certain nombre, quelques dizaines à peine, à monter la caisse, à voir qu'est-ce qu'on veut faire, comment on veut le faire et sous quelles règles. On s'aperçoit là, au bout de 6-8 mois de fonctionnement, qu'il faudrait qu'on arrive à revenir aux mangeurs, c'est-à-dire de s'intéresser à qu'est-ce que les gens veulent manger et non pas de leur dire ce qu'il faut qu'ils mangent. Et ça, c'est pas facile parce que on est entraîné, on bosse beaucoup et on se sent légitime un peu trop. Voilà. Et donc, je pense qu'il faut pas oublier ça. Ça va être le thème de 2026 pour la caisse du 20e en tout cas. Oui, moi je fais aussi partie de la caisse du 20e. Je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à ce que dit Jean-Claude. Alors, tout est politique, ça, pour moi c'est très clair. Enfin, manger c'est politique, c'est très clair depuis le départ. Et je pense que on s'en rend d'autant plus compte que effectivement le comité citoyen qui a été constitué depuis maintenant 18 mois. Au départ, c'est effectivement tout un chacun, c'est-à-dire qu'on a fait un appel à la population. On ne se connaissait pas, personne connaissait personne. On a eu la première une grande réunion, plus d'une centaine de personnes sont venues. En fait, 30 à 40 personnes ont réellement travaillé dans le comité citoyen. Et on s'est rendu compte en se posant la question des cotisations et de la somme qu'on allait allouer en fait à la caisse, que on savait pas du tout la composition du comité citoyen de nous-mêmes. On se connaissait en tant qu'individu, mais on ne se connaissait pas. Et on a fait
un grand papier qu'on a mis dans une salle à côté en disant bah, vous placez pour qu'on ait un tout petit peu une idée de savoir est-ce que le comité citoyen représente quelque chose par rapport à l'arrondissement. Parce qu'on avait décidé qu'on allait s'adresser à tout l'arrondissement avec une photographie de l'arrondissement. C'est-à-dire qu'on a pris des chiffres de l'INSEE et on a fait une grille en fonction des catégories socio-professionnelles de l'arrondissement, avec un certain nombre de parts en fonction, voilà. Et on s'est rendu compte dans le comité citoyen qu'il y avait des gens qui étaient vraiment très bas et des gens qui étaient vraiment très hauts, et on ne savait pas du tout, et on ne savait pas du tout qui était qui, parce qu'on l'a vraiment fait en privé. Et ça, c'était assez formidable, parce que ça ne nous a pas empêché de prendre toutes les décisions ensemble et en consensus. On a eu on a eu beaucoup de discussions, ça a pris du temps quand même, on a beaucoup discuté, on a beaucoup travaillé, mais on a réussi à aller au consensus là-dessus. C'est-à-dire que peu importe finalement d'où on vient, d'où on parle, on est soi et on est dans un collectif qui a permis à ce moment-là de prendre toutes ces décisions au consensus. Et ça, c'était, pour moi, ça c'est aussi très politique en fait. Évidemment, c'est politique. Je reviens sur ce que disait Camille, qui disait que les caisses expérimentales actuelles, elles sont évidemment là pour qu'il y ait un rapport de force pour obliger le gouvernement à aller vers une sécurité sociale de l'alimentation. Mais est-ce que le fait de vouloir à tout prix s'autofinancer avec les cotisations, ça va pas amener justement l'État à se désengager et à se dire bah, ils se débrouillent tout seuls, ils ont qu'à s'autofinancer, on n'a rien à faire nous. Alors que l'objectif, ce serait peut-être plutôt qu'il y ait vraiment un budget alloué, comme il y a un budget alloué pour la sécurité sociale. Et c'est une question, je ne maîtrise pas vraiment, je ne peux pas argumenter, mais j'ai quand même une interrogation par rapport à ça. Alors, il y a sur le financement de la SSA, il y a une table ronde demain auquel je vous invite à aller. Et alors, le rôle de l'État, c'est de légiférer pour lever des cotisations. Donc là, on en a besoin. Après, une fois que c'est fait, on se débrouille seul et sans eux. Et c'est là les notions de différence entre impôts et cotisations, entre ce qu'on laisse à la main de l'État et les cotisations qui sont, si on a le rapport de force au pouvoir des personnes qui cotisent. C'est là l'enjeu, en fait. Et c'est là les finesses de grain de impôts et cotisations, c'est pas du tout la même chose. Et le projet SSA est vraiment sur la cotisation qui rend les gens beaucoup plus indépendants de l'État. Et les caisses qui fonctionnent dépendent de subventions, dépendent de l'aide des collectivités, dépendent de plein de choses. Les cotisations, souvent, n'interviennent que pour la moitié. Donc elles ne sont absolument pas indépendantes. La Caisse de Montpellier, elle a une espèce d'obligation de trouver un mode économique pour tenir. C'est la condition de la subvention qu'on a eue pour Terrasol. Mais le modèle économique, il va passer par un système de cotisation, pas par un système autonome. Je ne sais pas ce que vous entendez par autonome. Parce que... C'est pareil, que ce soit des cotisations organisées en local ou que ce soit des cotisations organisées nationalement, c'est pareil. On fait appel à une solidarité comme n'importe quelle solidarité pour la santé, pour... Oui, alors c'est vrai, il faut appeler un chat un chat. Il y a une caisse à Diolfi qui est... Ouais, je me permets de m'immiscer dans la conversation. Mais oui, pour enchérir ce que vous dites à propos de la place de l'État dans la sécurité sociale de l'alimentation telle qu'on l'espère, alors je suis pas du tout un expert, mais je crois que la sécurité sociale de la santé de Ambroise Croizat, à l'origine, l'État n'intervenait pas du tout dans la sécurité sociale. Et c'était géré par des caisses, par des syndicats, par des citoyens, mais c'était pas du tout l'État. Et c'est uniquement il y a une trentaine d'années ou il y a une quarantaine d'années,
que l'État a mis le grappin dessus et que ce n'est plus géré d'une manière paritaire. Donc, quand on parle de la sécurité sociale actuellement, de l'alimentation, actuellement, effectivement, il y a des aides, des subventions, des métropoles, etc. Et c'est très bien. Mais je pense que notre objectif, c'est à terme, je dis bien à terme, hein, bon, puisque là, il y a un certain nombre d'expérimentations et après, on rêve un petit peu d'une sécurité sociale, l'alimentation globale, etc. Donc, à terme, ce sera indépendant, justement, de toutes les structures de l'État. Et j'ai vu sur le programme que demain matin, dans cette salle, il y a un débat sur la démocratie sans l'État. Voilà. Donc ça permettra de poursuivre cette discussion. Juste peut-être pour revenir sur ce que disait Nathalie et sur les financements, juste factuellement, c'est pas vrai que toutes les caisses dépendent de subventions publiques, privées. En gros, il y a 3 sources de cotisation, 3 sources de financement aujourd'hui dans les initiatives locales, qui sont les financements publics, en grande majorité par les collectivités, les financements privés avec des fondations et les cotisations, contributions volontaires. C'est ça les 3 sources de financement, et d'une caisse à l'autre, ça varie selon cet équilibre-là. À la caisse de Cadenet, il n'y a pas de financement public sur la caisse. Il n'y a pas non plus d'apport monétaire des participants, quand d'autres caisses sont beaucoup plus subventionnées publiquement. Donc en fait, on n'a pas de modèle. Et du coup, moi, j'entends la question de Dora, que je trouve, tout le monde a dit, ça n'a rien à voir. Moi, je trouve que ça a quand même à voir. Il faut toujours distinguer le niveau des expérimentations locales qui sont perçues aujourd'hui et ce qu'on imagine en tant que modèle national. Le modèle national, on l'imagine sous un format de cotisation. Aujourd'hui, cette question-là de se dire de plus en plus de caisses, au vu du resserrement des financements publics et privés, essayent d'avoir un modèle financier. On parlait tout à l'heure de la caisse de Dieulefit qui a un taux d'autofinancement à près de 90%, c'est énorme, mais ça peut entraîner peut-être aussi une logique telle quelle des pouvoirs publics en disant regardez, il y a plein de caisses qui arrivent à être un équilibre financier, pourquoi toutes les caisses n'y arrivent pas, et du coup d'avoir ce modèle-là qui soit un peu institutionnalisé, alors qu'il y a des territoires où ça ne pourra pas arriver en fait. Si on met une caisse commune à l'échelle du département de la Seine-Saint-Denis, le taux de pauvreté est trop important, on n'aura jamais cet équilibre-là entre l'ensemble des participants et des participantes, et du coup ça pose des questions d'inégalité territoriale, cette question de viser à tout prix un autofinancement. C'est intéressant de le tester, mais c'est pas possible partout. Du coup, je trouve que c'était aussi intéressant ta remarque là-dessus, quoi. On est encore dans les temps. En théorie, il nous reste 2 minutes, mais on peut peut-être déborder un petit peu. Pardon. Oui, je voulais revenir sur ce qu'avait dit Madame concernant le financement d'une sécurité sociale nationale. En fait, politiquement, effectivement, c'est là que va se poser la question. Aujourd'hui, il y a tout un ensemble d'expérimentations et dans lesquelles, je pense, ce qu'il faut tirer, c'est la partie démocratique, enfin les aspects démocratiques, il faut en tirer des leçons. C'est clair qu'au niveau national, nous, en tant que réseau salariat, on propose effectivement, et comme d'autres, une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, donc prendre une part du profit des entreprises pour financer une sécurité sociale de l'alimentation au niveau national. Mais je pense que mettre en place une sécurité sociale de l'alimentation, on pourra le faire si c'est politique. Puisque c'est politique, il faudra le faire à un moment où une conjoncture politicienne permettra de le faire. Mais l'expérience des caisses locales doit être un garde-fou en fait pour qu'on puisse garder le pouvoir démocratique qui a été expérimenté, puisque même dans une sécurité sociale au niveau national, il faudrait essayer de garder ce qui a été créé en 1946, c'est-à-dire l'administration ou la gestion par nous-mêmes, quoi. À l'époque par les travailleurs qui cotisaient pour la sécurité sociale de l'alimentation, par l'ensemble des mangeurs qui vont bénéficier de cette sécurité sociale de l'alimentation. Voilà, je pense. J'entends bien ce que vous dites. Je pense que qu'il y a un moment où il est opportun pour que politiquement ça se passe. Personnellement, je crois plus à
que ce soit les mangeurs, à force de ne plus aller dans les hypermarchés, enfin de ne plus participer à ça, et qui participent à d'autres choses, comme les caisses, comme les expérimentations, je pense que je ne vois pas qui, dans les acteurs qui ont le pouvoir aujourd'hui, aurait intérêt à aller vers ça. Donc, ni des industriels, ni des distributeurs, et donc pas les politiques. Oui, je pense qu'il faut créer un rapport de force, et ce rapport de force, il est politique, mais il n'est pas forcément politique à l'Assemblée, il est peut-être politique dans les magasins ou dans les AMAP ou dans les... Oui. Merci. Bah, je complète un peu ce que tu viens de dire, parce que moi je m'intéresse, pas pour ouvrir le débat maintenant, parce que ça va se terminer, moi je m'intéresse aux espaces de lutte en fait, qu'on peut rejoindre avec les caisses. On parle, alors l'alimentation et politique, ça nous fait une belle jambe, enfin le capitalisme aussi est politique. Ce qui nous intéresse, c'est à quel projet de société on participe quand on monte une caisse, et ça pourrait être autre chose. Là j'ai 3 doigts, il y en a un c'est l'institution, l'autre ça va être les alternatives, le troisième ça va être les luttes sociales, enfin les luttes locales. Quand on monte une caisse, on est dans le champ de l'alternative, c'est génial. On est une forme d'institution qui est un peu différente, qui est autogérée, démocratique, machin. Sur la lutte, moi j'ai très très peu d'exemples de caisses qui participent vraiment, mais aussi parce qu'il y a une sociologie des gens qui sont dans ces caisses, qui sont pas ceux qui vont sur les mobilisations. Et nous on se pose la question, alors je dis nous pardon, on est au Pied du Vercors, il y a une caisse qui s'est montée avec la Confédération paysanne, ça fait 2-3 ans qu'on travaille là-dessus. Bah, on est aussi sur le terrain des luttes, sur les mobilisations, alors vraiment modestement, mais en fait on se dit aussi comment on peut rejoindre des luttes, parce que je sais plus qui a dit juste avant, créer des rapports de force. Créer des rapports de force au capitalisme en montant des alternatives, bonne chance, ça fait 30 ans qu'on essaye de le faire, ça ne marche pas. Hein? Ouais, pas, je suis... Mais... Et je trouve, et on a parlé un peu ce matin des alliances un peu... qu'on appelle ça circonstancielles, enfin les moments où on peut en fait avoir des convergences de lutte. Les soulèvements de la terre l'ont très montré, ils ont une coordination agricole qui travaille aussi là-dessus sur l'alliance de classe ouvrière, classe paysanne, qui est en train de se faire déglinguer par la classe aujourd'hui de la FNSEA en quelque sorte, qui a pour projet d'anéantir littéralement la classe paysanne. Comment nous en fait on arrive à créer ces alliances-là? Et c'est vraiment la question que je pose, c'est vraiment au niveau local. La question qu'on se pose, et vous le disiez avant, c'est se dire pourquoi est-ce que je crée une caisse, c'est quand même un peu ça, pourquoi je fais de la SSA, c'est un peu la question qu'on se pose au début. Posez-vous vraiment la question du projet de société. Là, il y a des communalistes qui sont là aujourd'hui, il y a des écologistes, on n'a pas tous les mêmes visions et les mêmes tactiques politiques, mais je pense qu'il faut vraiment se dire en fait quel projet et comment on rejoint concrètement des luttes, parce que c'est vraiment là-dessus qu'on va pouvoir tordre le bras au capitalisme industriel qui est littéralement aujourd'hui en train de dévaster la société paysanne, quoi. Merci. Peut-être. Oui. On va encore. Peut-être vous voulez refaire un petit tour. Je te rejoins effectivement, et je trouve qu'il y a quelque chose sur lequel, et là pour le coup je suis en opposition avec vous, dans le sens où ce que j'entends de ce que vous dites, c'est reportons sur la responsabilité personnelle des choix, alors qu'en fait ces choix ils sont d'abord systémiques. Mais quand j'entends de responsabilité. Non, mais quand j'entends, c'est en choisissant où on va aller acheter à manger qu'on va faire une assiette politique, ça m'embête parce que du coup, ça nous remet encore, dans le jeu du marché, donc du capital, et 2, dans l'hypothèse que c'est nous, petits colibristes, chacun, à notre petite échelle, avec les petits gestes du quotidien, qu'on va faire transformation de société. Ça fait 70 ans que certains militants dans cette salle essayent. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas du tout. Non, moi j'ai qu'à 41, faut pas se fier aux cheveux blancs. Et on le voit, la politique des petits pas, pour le coup, l'atelier paysan qui reprend la terre aux machines le dit. C'est le trépied de la transformation sociale. C'est l'alternative, certes, pour donner l'exemple et essayer de faire transformation, mais c'est le rapport de force. Et mince, j'ai oublié le troisième, aidez-moi, mais... C'est ça, c'est le politique, le rapport de force et l'alternative. Et si on n'a pas ce trio, on n'y arrivera pas à faire transformation. Il faut vraiment qu'on bosse les trois en même temps. Alors peut-être pas un humain, les trois en même temps, mais qu'on arrive à faire confluence de lutte. Et là, je te retrouve vraiment. Voilà. Merci. Non, mais on a fait un bon tour. Je pense qu'effectivement, moi, je rejoins ce qui a été dit là. C'est que, je disais tout à l'heure, on est tous des mangeurs. Et peut-être que l'alimentation,
c'est le truc qui fait qu'on va peut-être pouvoir se retrouver tous, se fédérer pour changer un système, quoi, hein, parce que il y a un aspect qu'on n'a pas abordé dans l'alimentation, sur lequel il va falloir légiférer. Et là, on est dans le politique dur. C'est quelle alimentation? Je ne sais pas si vous avez vu les dernières études qui sont sorties, ça a été publié par The Lancet, notamment sur l'ultra-transformé, les enquêtes scientifiques sur les produits ultra-transformés, qui sont, voilà, maintenant c'est avéré qu'ils sont dangereux pour la santé. Donc là, il va falloir à un moment donné dire, comme on a interdit de fumer dans les restaurants à une époque, eh ben c'est fini maintenant, c'est interdit. Et là, c'est la loi, c'est le droit. Donc on est dans le politique, voilà, on est encore au-delà de... Bien sûr. Ah ben il y a une bataille féroce, hein, bien sûr. Il y a un jeu de massacre contre l'agence bio, il y a un jeu de massacre, il y a un combat. Comme il y a eu pour la cigarette, au moment où il y a eu des gens qui ont été capables de passer au-delà de ça et d'aller faire la loi en Europe. Mais ça a été plus que compliqué. C'est des gens qui étaient en danger de mort qui ont fait ça. Bien sûr. Mais peut-être pour ne pas conclure, tout ça ne s'oppose pas en fait. Et que la SSA, la SSA permet de mettre de combiner tout ça, exactement.